Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Magali Tesna-Dumoncel. Bonjour Bruno. Vous êtes la directrice générale de Sportsora. Sportsora, c'est l'organisation rassemblant les acteurs économiques du monde du sport. Nous sommes dans vos locaux, ici à Paris, et nous sommes au début d'une année bien particulière, car 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Ça y est, on y est ? Oui, c'est vrai, quand on parle de 2024, je pense qu'on l'attendait tellement cette année-là. Et ça y est, on y est. Ça donne un peu le vertige. Et je pense qu'effectivement, maintenant, c'est bien lancé. On n'entendait peut-être pas beaucoup parler des Jeux jusqu'à quelques mois. Et aujourd'hui, les Jeux sont au cœur de l'actualité. Ils vont le rester, je pense, jusqu'à... En bien, on espère. Hein. Oui, mais bon, vous savez, Bruno, je crois que c'est le lot de tous les Jeux Olympiques, toutes les villes. On a souvent prédit le pire pour les Jeux Olympiques. Je me souviens, à Londres, on prédisait le pire et ça a été extraordinaire. Et voilà. Donc là, je crois que c'est malheureusement un peu inévitable. Je crois que Tony Estanguet, d'ailleurs, a parlé du JO bashing. Malheureusement, c'est un petit peu inévitable, mais c'est lié aussi à l'ampleur de cet événement. Je crois que nous qui sommes dans le sport, on perçoit bien l'ampleur de l'événement. Pour le grand public, c'est compliqué quand même de comprendre que les Jeux Olympiques, c'est 878 épreuves. C'est un peu, on a l'habitude de dire en raccourci, c'est comme 50 championnats du monde. Il y a des gens qui me disaient dans mon entourage, ah bon, c'est plus gros que la Coupe du Monde de football. Je dis, mais attends, mais c'est 50 Coupes du Monde de football en même temps, quoi. Et donc forcément, compte tenu de l'ampleur de l'événement, qui est le plus gros événement au monde, eh bien sûr, il y a des enjeux de transport, de sécurité, et qui sont bien normaux, en fait, compte tenu de l'ampleur de l'événement. Mais ça va être fantastique. C'est une chance extraordinaire de pouvoir vivre ça dans sa vie, les Jeux, dans son pays, surtout quand on travaille dans le sport. Alors justement, les acteurs économiques du sport en France sont-ils prêts pour les Jeux Olympiques et Paralympiques? Oui, ou en tout cas, ils le seront, parce qu'il reste quand même encore quelques... maintenant, ça se compte en jours. Donc, il y a encore des réglages à faire. Et c'est vrai qu'on est convaincu que, de toute façon, la France a une grande expertise dans l'organisation des grands événements sportifs internationaux. Celui-là, c'est le plus grand. Voilà, ça fait 100 ans qu'on ne l'avait pas eu sur notre territoire. Il ne faut pas laisser passer cette échéance-là. C'est ce que vous dites à vos membres. Tout à fait. Mais par rapport à ceux qui pourraient craindre en disant « Oh là là, c'est pas prêt, etc. » Si, ça va être formidable, parce qu'on a organisé une merveilleuse aussi Coupe du Monde de rugby. On organise tous les ans Roland-Garros, le Tour de France, énormément de grandes compétitions. Donc, il y a une grande expertise en France. On sera prêt. Après, on sera prêt pour l'événement. Il y a être prêt pour que cet événement laisse un vrai héritage, bon, le terme est un peu galvaudé maintenant, mais que ça soit vraiment une rampe de lancement pour notre secteur du sport. Est-ce qu'être un acteur français aide à profiter des Jeux ? Est-ce que vos membres sont bien traités et vont profiter justement des Jeux ? Dans nos membres, vous savez Bruno, on a des membres de typologies très très différentes chez Sportsora. Donc on a des marques partenaires, une 50aine de grandes marques partenaires, dont certaines sont partenaires. Donc elles vivent les Jeux, elles sont impliquées et elles sont engagées au cœur des Jeux Olympiques. On a aussi une 50aine de détenteurs de droits sportifs chez Sportsora, donc des fédérations, des ligues pro, des organisateurs privés d'événements, qui sont aussi partie prenante de l'organisation des Jeux. On pense à la Fédé de tennis qui va opérer ce qui va se passer, les épreuves de boxe notamment qui vont avoir lieu à Roland-Garros. Et de tennis, évidemment. Et évidemment de tennis. Paris Entertainment Company avec l'Adidas Arena, enfin qui ne s'appellera pas comme ça pendant les Jeux, et l'Accor Arena. Vie Paris qui a aussi des lieux, qui est aussi membre de Sportsora et qui aura des lieux de compétition tennis de sportive. table, handball. Voilà, les fédérations sportives qui vont devoir, c'est peut-être un des plus gros enjeux qu'elles vont avoir ensuite à gérer, c'est l'afflux de pratiquants
que génère habituellement ce type de grand événement sportif et qu'il va falloir ensuite accueillir dans les clubs. Ça, c'est un enjeu important aujourd'hui. Ensuite, on a une catégorie aussi chez nous qui sont les agences de marketing sportif. Beaucoup d'agences plutôt événementielles sont impliquées, des agences qui peuvent être des agences d'activation qui vont travailler pour les partenaires du COJO, des prestataires de l'économie du sport. Donc, alors après, il y a peut-être eu, certains ont dit oui, on n'est peut-être pas suffisamment, nous en tant que Français, favorisés. On n'a pas favorisé en France comme Londres l'a fait avec les entreprises anglaises. Mais bon, il y a des appels d'offres, des règles d'appels d'offres à respecter. Et voilà. Un petit mot rapide sur Sportsora, une année anniversaire. Oui, 2024, ce sont les 30 ans de Sportsora. On va fêter nos 30 ans. On le fera lors de la Garden Party de Sportsora tout début septembre. 30 ans. C'est quand même beaucoup pour une organisation comme la nôtre. Et je pense aussi, c'est ce qui explique combien aujourd'hui, c'est une organisation maintenant qui est ancrée dans le paysage sportif, qui est référente, qui est considérée. Mais c'est vrai qu'on a derrière nous 30 ans d'animation de ce réseau des acteurs du sport. Et c'est un bel anniversaire. Et puis, non seulement on va fêter nos 30 ans en 2024, mais on va fêter aussi les 20 ans des trophées Sportsora du marketing sportif, qui reste toujours quand même notre événement majeur, qui aura lieu cette année, le 28 février, au Carrousel du Louvre. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Lors de la conférence de présentation de cette année, Raymond Boriot, qui est le président de Sportsora, a indiqué que les sujets en cette année de jeu, le sujet principal peut-être même en cette année olympique et paralympique, sera l'après-jeu. C'est important, ça vous en avez parlé, c'est important d'anticiper cette période-là. Oui, bien sûr. En fait, on a vraiment un leitmotiv chez Sportsora, c'est qu'on veut être utile. Alors, nous, Sportsora, les Jeux Olympiques, ils vont se faire sans nous et ils n'ont pas besoin de nous pour exister, même si on relaie énormément d'informations auprès de nos membres, on retire toutes les bonnes pratiques que l'on voit dans les Jeux Olympiques pour essayer d'en faire profiter l'ensemble de notre écosystème. Mais nous, notre mission, on s'est dit que là où on devait nous attendre Sportsora, c'était justement pour aider à solidifier la base de cette rampe de lancement que doivent être les Jeux Olympiques pour le secteur du sport. Et donc, on a identifié en fait 6 grandes thématiques qui nous paraissaient être un peu work in progress pour bénéficier de cet élan des Jeux. Et l'une de ces thématiques les plus importantes, c'est l'emploi. C'est important, l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de problématiques autour. Il y a de nombreux sujets sur l'emploi. L'angle que l'on a choisi chez nous est celui de la rétention, de l'attraction et de la rétention des jeunes talents dans le secteur du sport. Il va y avoir évidemment Coupe du monde de rugby, mais aussi Jeux olympiques, énormément de jeunes talents qui viennent travailler dans le sport. Qu'il faut, c'est les garder, ces qui talents. Une expertise. Qui vont prendre une expertise unique, exceptionnelle, et il faut les garder pour aider à professionnaliser notre secteur. Mais aujourd'hui, en particulier les jeunes générations, et là on a eu un travail qui a été fait par notre lab, qui sont des jeunes collaborateurs qui nous aident sur un certain nombre de problématiques afin qu'on ait justement cet œil de cette nouvelle génération. Ils ont fait une étude sur ce que devait mettre en place le secteur du sport pour être attractif pour les jeunes générations. Donc c'est une étude qu'on va restituer au mois de mars dans notre programme Sportsora. Il y a un problème de formation en France aujourd'hui pour ce type de métier, pour travailler sur ces grands événements sportifs internationaux où là c'est toute une génération qui va se former justement grâce aux Jeux Olympiques, grâce à la Coupe du monde de rugby. Non, je pense pas qu'il y a énormément de formation aujourd'hui en France justement sur ce secteur du sport. Parfois on dit qu'il y en a peut-être un peu trop par rapport aux débouchés. Non, je pense qu'il y a de nombreuses formations et puis ces 2 événements majeurs que l'on a accueillis en France ont été et le seront pour les Jeux Olympiques des opportunités exceptionnelles pour se former sur le tas aussi. Et à contrario, à partir du 1er janvier 2025, il va y avoir aussi beaucoup de gens sur le marché avec beaucoup d'expertise. Oui, bah après, il y a certaines personnes qui n'étaient pas dans le secteur du sport, qui avaient des expertises bien particulières qu'ils ont mises à
disposition du COJO et qui repartiront dans leur secteur d'origine. Certains qui resteront. Après, il y a des gens qui sont habitués aussi à travailler sur les événements sportifs, un peu à travers le monde. Et puis effectivement, il va y avoir un retour sur le marché de l'emploi dans le secteur du sport, de personnes à qui il va falloir faire de la place. Et puis il y aura peut-être la perspective des Jeux d'hiver de 2030. Une autre problématique pour l'avenir, c'est l'engagement des entreprises autour des sujets de la RSE, évidemment, dans l'univers du sport. Les questions sociétales et environnementales restent centrales. Nous, on est convaincus chez Sportsora et on travaille sur un sponsoring responsable et un développement responsable de l'économie du sport. C'est des sujets qu'on a traités dès 2011. On avait écrit la charte du partenariat sportif responsable. Donc, ça fait depuis de nombreuses années que l'on est convaincu que ces sujets sont des opportunités en fait pour le secteur du sport. Parce que le sport, c'est le seul vecteur, outil qui permet effectivement d'engager sur des sujets de santé, d'éducation, d'inclusion, de lien social, de parité. Et là, l'idée, c'est vraiment convaincre toutes les parties prenantes du secteur du sport que maintenant, il faut pas vivre la RSE comme une contrainte, mais comme une vraie opportunité. On a passé cette étape-là quand même aujourd'hui. On est vraiment déjà en train de travailler sur des solutions existent. Oui, mais voyez, par exemple, il y a un vrai sujet concernant la décarbonation dans le sport. Le sport est quand même très, très critiqué. C'est l'essence même des événements sportifs, c'est de rassembler des gens. On sait que 80% de l'empreinte carbone d'un événement provient du déplacement des spectateurs. Les événements sportifs, en plus, qui sont très, très médiatisés, se doivent de progresser, mais à vitesse grand V sur ces sujets-là. Et donc, il y a encore quand même beaucoup de choses à faire. Ils ont tous bien pris conscience. Ils sont tous en marche, si je puis m'exprimer comme ça, vers plus de responsabilité sur tous les sujets sociétaux. Mais il y a encore pas mal de chemin à faire et de bonnes pratiques à adopter. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Le développement du sport féminin est toujours au menu des développements dans l'univers du sport. Pourquoi ça ne va pas plus vite selon vous ? Alors, c'est vrai qu'on ne lâche pas l'affaire sur le sujet du sport féminin. Là aussi, ça fait de nombreuses années qu'on travaille, en particulier avec les marques partenaires, parce qu'on pense que globalement, dans le modèle économique du sport, si vous regardez les droits médias, c'est quand même un petit peu, l'expérience récente nous montre que c'est quand même toujours un petit peu compliqué. L'investissement... C'est-à-dire que les télévisions ne veulent pas de sport féminin ? Non, je dis globalement sur l'économie du sport en général, que ce soit sport masculin ou féminin, qu'il faut un peu se dégager de la dépendance vis-à-vis des droits médias, vis-à-vis de l'investissement de l'État, des collectivités, et les partenaires privés vont être de plus en plus importants. C'est pour ça que nous, on avait beaucoup travaillé sur l'intérêt pour des marques partenaires d'être partenaires du sport féminin. Donc sur ce sujet-là, ça a quand même beaucoup avancé. Vous avez maintenant des namers de grandes compétitions féminines, de plus en plus de marques qui s'engagent à égalité pour le sport féminin comme pour les équipes de France masculines et féminines. Donc le curseur a quand même bien progressé. Il y a une appétence du public pour le sport féminin. On a quand même vu de très très belles audiences pour le sport féminin, mais ça ne nous satisfait pas. Parce qu'effectivement, on pense, quand on regarde la présence de sport féminin en télé, or, c'est quand même essentiel. Il y a toujours un sujet de trop faible médiatisation du sport féminin. Donc, les questions que l'on se pose et qu'on va se poser en 2024, on est persuadé qu'un des enjeux de la faible médiatisation est le fait qu'on n'ait pas vraiment de rôle modèle dans le sport féminin. Pas d'icône comme on peut avoir. Pas d'icône féminine de sportive. On n'a pas une Mégane Rapinoe en France. On n'a pas de femmes sportives qui vraiment prennent la parole et revendiquent ou portent ces combats, alors qu'elles sont là. Mais oui, elles sont là. C'est de la faute de qui alors ? Non, elles sont là, mais je pense que
On peut en citer, hein. Il y a aussi quand même Clarisse Agbenienou qu'on voit à la télé en ce moment pour une publicité pour Ariel. Ce sont les sponsors qui ne les, entre guillemets, utilisent pas assez. Je pense que les marques, effectivement, ont un vrai rôle à jouer pour médiatiser ces sportives on a en France des sportives qui ont des performances extraordinaires, et là on mène une étude, donc on va mener une étude qu'on dévoilera le 8 mars avec Opinionway pour comprendre justement quels sont les rôles modèles et pourquoi elles sont rôles modèles. Parce que moi, je suis assez persuadée qu'une sportive, comme une femme en général dans la société, on nous demande, il faut être performante, mais là où tu vas faire la différence, c'est sur d'autres choses. Il y a des à côté, il y a du storytelling, il y a plein d'autres choses qu'il faut mettre en œuvre pour émerger quand on est une femme en général, et quand on est une sportive aussi, ça suit les mêmes règles. Et donc, on va essayer d'un peu mieux comprendre cette dynamique de rôle modèle pour essayer de mettre en place ensuite des actions qui permettent d'avoir plus de rôle modèle et donc plus de médiatisation et de rentrer dans un cercle vertueux. 2 autres dossiers de développement, on va le faire assez rapidement. Ce sont les développements des nouvelles sources de revenus pour le sport et les ayants droit. Vers quelle piste, et aussi la possibilité d'avoir plus d'investisseurs privés dans le sport. Je pense par exemple à CVC dans la société commerciale de la Ligue de football, ou alors Hopscotch également dans celle de la Fédération française de cyclisme. Oui, c'est important d'avoir, c'est dans la continuité de ce que je disais, on est convaincu qu'il faut que le secteur privé investisse beaucoup plus dans le sport pour solidifier et développer son modèle économique. Les fonds d'investissement sont apparus. Beaucoup de fonds d'investissement américains. On voit aussi que maintenant, ils se repassent nos clubs aussi entre fonds d'investissement américains. Donc, pourquoi on n'a pas plus de fonds français qui s'intéressent au sport français, ou au moins européens? Il y a des fonds avec des spécificités, des fonds à impact, des fonds fléchés vers le sport féminin. Il y a des athlètes aussi qui sont investisseurs. C'est très développé aux États-Unis. Ça commence à se développer en France. Donc, on va avoir un moment effectivement dédié à ces fonds d'investissement, mieux comprendre qui ils sont, la typologie des différents fonds, et aussi préparer les détenteurs de droits français à être aussi peut-être plus attractifs auprès de ces fonds. Tous ces axes de travail se retrouvent dans le guide Sportsora des agences de marketing sportif que vous venez de publier. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette 4e édition ? Ouais, c'est la 4e édition, 168 pages, je crois. Il y a une centaine de cas pratiques qui illustrent en fait les grands métiers et les expertises des agences. Les agences de marketing sportif amènent énormément de valeur à notre secteur. Elles sont juste indispensables dans le déploiement des stratégies, des opérations, des activations, de la communication autour du sport. Et donc, dans ce guide, on va retrouver en fait l'ensemble des agences membres de Sportsora qui viennent avec des cas pratiques illustrer leur expertise. On va trouver aussi les chiffres clés du marché, une analyse du secteur du sport, et puis une partie aussi sur les tendances qui ont été définies par ces agences qui sont les experts de ce secteur du marketing sportif. Voilà, et tout ça se retrouve en téléchargement sur le site de Sportsora. Merci Magali Thévenin-Dumoncel. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Sportsora. À bientôt. Merci Bruno, à bientôt. Cette interview a été enregistrée mercredi 24 janvier 2024 à Paris, au siège de Sportsora. À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.